chers internautes de IGFM. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Amadou Diaw, journaliste et réalisateur du documentaire Le Conseil constitutionnel, les carnets secrets. Bonjour M. Diaw. Bonjour. Voilà. M. Diaw, est-ce que rapidement vous pouvez nous dire ce qui vous a motivé à réaliser un tel film? Alors, les carnets secrets, déjà, c'est un concept. C'est un concept qui consiste à extirper ce qui est caché, ce qui n'a pas été dit, ce qui n'est pas accessible à l'opinion et de porter ça à la connaissance de l'opinion. C'est-à-dire refuser de classer une affaire. Il y a beaucoup d'affaires qui sont classées. Il faut revenir sur ça, présenter cette affaire-là, interroger ces acteurs véritables pour en sortir l'information, la bonne, la vraie, et avant de classer ce dossier. C'est ça, en gros, l'idée du concept, les carnets secrets. Les carnets secrets, ça peut être une personne. On peut dire, Harouna Fall, les carnets secrets. C'est-à-dire, on étudie votre trajectoire, on interroge vos amis. Ça peut porter sur une ville. Sur une ville. Par exemple, la ville de Tombouctou, les carnets secrets. Tombouctou, c'est une ville qui est entourée de 333 saints qui sont ensevelis là-bas. Si vous êtes très religieux musulman, vous devez savoir de ce que je parle. Alors, on peut faire les carnets secrets sur Tombouctou, révéler ce qui est caché, ce qui jusque-là n'était pas à la portée de l'opinion de l'individu. Donc ça peut porter aussi sur un fait. Bref, c'est ça le concept des carnets secrets. Alors, il y a 2 ans de ça, là, j'ai fait un voyage en Afrique du Sud. J'avais rencontré des amis là-bas. Et c'est de là-bas que j'ai acquis un matériel audiovisuel. Il faut le dire performant. Pour rentabiliser ça, je me suis dit pourquoi pas ne pas faire dans la production. Et j'ai créé cette société de production. Et puis voilà, depuis lors, j'ai commencé à produire beaucoup de films documentaires. Et c'est vrai que le plus en vue aujourd'hui, c'est Conseil constitutionnel, les carnets secrets. Mais il y en a d'autres plus importants, plus intéressants que même, à mon avis, les carnets secrets sur le Conseil constitutionnel. Nous avons eu à réaliser L'insuffisance rénale, le tueur silencieux. C'est un film dramatique, un film documentaire dramatique. Pourtant, les gens ne le savent pas. J'ai réalisé un autre sur l'Institut islamique de Fass Touré et un autre sur Macky Sall. Voilà en gros ce qui m'a poussé à me lancer dans la production. Je dois, pour terminer, préciser que il s'agit d'une trilogie. Il s'agit de 3 films documentaires que je dois produire et diffuser. On en est au 2e. Il reste le 3e. Certainement, ce sera l'année prochaine ou dans 6 mois. Donc pour ce présent film, on s'est rendu compte qu'après diffusion, vraiment, ça a créé le buzz. Notamment les déclarations du vice-président du Conseil constitutionnel, Isaac Yacoub Ndiaye, disant que le candidat, l'ancien candidat Youssou Ndour, ne pouvait pas signer le formulaire de déclaration de candidature, ce qui serait à l'origine de l'invalidation de sa candidature. Vous, comment est-ce que vous avez vécu vraiment toute cette polémique? Bon, je dois dire que j'ai vraiment pas d'avis ou de position tranchée sur le film. Ma responsabilité s'est limitée à recueillir des propos et les porter à l'opinion. Et s'il faut maintenant aller chercher des personnes qui confirment ou infirment le faire et puis illustrer ces propos-là, ma responsabilité s'est limitée à ce niveau. Si je dois apprécier les propos du professeur Isaac Yacoub Ndiaye, je dois dire que par rapport à la question portant sur Youssou Ndour, que les gens n'ont pas bien compris. J'ai le sentiment, et toute cette polémique-là, ça m'a un peu fait mal quand même. C'est parce que les gens n'ont pas compris que cette polémique s'est installée.
Oui, vraiment, je n'ai pas compris pourquoi cette polémique-là autour de Youssou Ndour. Pourquoi aujourd'hui sortir de ces gonds et dire qu'on va intenter un procès contre le professeur Isaac Yankoba Ndiaye simplement parce qu'il aurait dit que Youssou Ndour ne savait pas remplir le formulaire de candidature. Alors, qu'est-ce que les gens n'ont pas compris dans cette séquence? En fait, pour que sa candidature soit acceptée, validée en tant que candidature indépendante, il faut avoir un certain nombre de signatures. Ce sont des personnes comme vous et moi qui offrent leur signature, qui s'engagent à le soutenir, qui remplissent un formulaire. Et c'est ce formulaire-là qui est déposé à une des directions du ministère de l'Intérieur, la direction de l'automatisation du fichier électoral. Il y a eu beaucoup de déchets dans la rédaction des formulaires de candidature. Il y a eu beaucoup de déchets. Il y a eu des répétitions. Des gens se sont inscrits sur les listes soutenant Youssou Ndour à Médina et se sont encore inscrits en soutenant Youssou Ndour au niveau de Gueule Tapée. Il y a eu double emploi. Et ça a été rejeté. Quand on dit que Youssou Ndour ne peut pas remplir le formulaire de candidature, ce n'est pas Youssou Ndour intuitu personnel. L'équipe de Youssou Ndour n'a pas été vigilante au point de déceler que il y a eu double emploi. Par exemple, Arona Fall peut remplir une fiche ici aux Almadies et le lendemain remplir une autre fiche au niveau de la Médina, dans son quartier. C'est des signatures, il faut renseigner des champs, nom, prénom, numéro de carte d'identité, etc. Adresse, oui, je soutiens la candidature indépendante de Youssou Ndour. Et il en faut 1000, je pense. Et quand les 1000 sont atteints, évidemment, cette candidature, elle est acceptée. Donc l'affaire, c'est plus les mandataires ou l'équipe de c'est campagne plus que Youssou Ndour en personne. Youssou Ndour en personne. Et je n'ai pas compris pourquoi l'éminent juriste que Jacques Ndiaye n'a pas pu comprendre ça. Je n'ai pas compris pourquoi Alioune Ndiaye, je ne sais pas moi, n'a pas compris ça. Oui, voilà, Alioune Ndiaye, l'ancien directeur de campagne. Ndour, oui, pourquoi il n'a pas compris? A répliqué à Isaac Yankoba Ndiaye en disant que le jour du dépôt de la candidature de M. Youssou Ndour, Jacob n'était pas au niveau. Ça me surprend vraiment venant d'Alioune Ndiaye. Parce que le professeur Isaac Yankoba n'est pas tenu d'être là-bas. Quand vous amenez des dossiers au Conseil constitutionnel, c'est le greffier qui vous reçoit. C'est le greffier qui reçoit toutes les déclarations de candidature. Ils ne sont même pas obligés d'être là-bas. Qui reçoit, qui vous donne un quitus. Mais le professeur n'est pas obligé d'être là-bas. Au Conseil constitutionnel, il y a 5 juges et une greffière en chef, Marema Diop. C'est elle qui reçoit tout, qui proclame les résultats, qui fait les procès-verbaux. Donc, j'ai trouvé aussi que les arguments, vraiment la réplique d'Alioune Ndiaye a été très légère, il faut le dire. Et je n'ai pas compris pourquoi aussi Maître Mbaye Jacques menace aujourd'hui de poursuivre le procès. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Ce n'est pas Youssou Ndour, intuitu personnel, qui remplit les formulaires de candidature. C'est son équipe de campagne qui le fait remplir, qui va à la quête des personnes susceptibles d'apporter leur soutien à la candidature de Youssou Ndour. Et quand ces soutiens-là atteignent le nombre de 1000, la candidature peut être déclarée valide. Voilà comment ça se passe. Est-ce qu'au-delà de ces secrets, il n'y a pas d'autres secrets qui n'ont pas été tout à fait révélés dans ces cas-là? Oui, mais alors, oui, c'est vrai qu'un film documentaire, d'abord, c'est 26 minutes, 52 minutes. Ça, c'est ça qui est normal. C'est la règle, 26. Vous voyez que le film se fait à la limite 49 minutes, 50 secondes. Parce que simplement, il y a beaucoup de choses qui ont été coupées du film. Et c'est-à-dire que nous avons, personnellement, j'ai mesuré certaines déclarations, j'ai mesuré certaines confidences. Je me suis dit qu'on n'est pas là pour, excusez-moi du terme, pour foutre le bordel dans le pays, quoi. On n'est pas là pour ça, quoi. Et puis, si
Moi, je ne me bats pas pour être jugé comme quoi que j'ai eu un scoop. Non, ce n'est pas mon rôle, quoi. Il y a les télévisions qui sont là, il y a les rédactions qui sont là, qui font du factuel. C'est à eux de se battre pour ça, quoi. Moi, vraiment, je prends les choses avec beaucoup de détachement, beaucoup de recul. J'essaie d'en sortir ce qui peut intéresser l'opinion et ce qui peut contribuer à conscientiser l'opinion. Lui dire que, dans toute chose, la sérénité, elle doit être derrière. C'est ça que j'ai recherché. Bon, c'est vrai, il y a eu des aspects, il y a eu des points qui n'ont pas été rapportés dans le documentaire et qui sont très intéressants, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous partager certains de ces points intéressants qui n'ont pas été révélés par le documentaire? Je peux vous dire que la candidature de Idriss Seck, la candidature de Gadio et la candidature de Macky Sall, je ne suis pas trop formel sur Macky Sall, hein. Il faut que je revoie mes notes. Mais en tout cas, pour ces deux-là, leur candidature n'était pas valide du fait qu'ils étaient en délicatesse avec le fisc. Et le PDS avait la preuve que ces gens-là n'étaient pas en règle avec le fisc. Le PDS était décidé à apporter la preuve le lundi. Mais le Conseil a rendu sa décision le vendredi. Et si vous voyez bien l'arrêt rendu par le Conseil, il y a la disposition qui dit, considérant que le PDS n'a pas rapporté la preuve, il y a cet arrêt qui dit, il y a une phrase qui dit ça, quoi. Donc, retenez que la candidature que Macky Sall, Idrissa Seck, Cheikh Tidiane Gadio étaient en délicatesse avec le fisc. Et qu'ils n'étaient pas en règle, pour parler concrètement, ils n'étaient pas en règle avec le fisc. Et que simplement ça aurait pu invalider leur candidature. Et effectivement, leur candidature allait être invalidée si le PDS avait apporté la preuve qu'ils sont en délicatesse avec le fisc. Le PDS a demandé d'attendre jusqu'à lundi prochain pour apporter les preuves. Et un éminent ministre ici présent était prêt à apporter lundi la preuve que ces gens-là n'étaient pas en règle avec le fisc. Mais malheureusement, le Conseil a rendu sa décision le vendredi. Le Conseil était tenu par des délais pour rendre sa décision. Non. Ou il avait aussi la possibilité d'attendre jusqu'à lundi. Oui, le Conseil n'était pas tenu de rendre. Le Conseil pouvait attendre jusqu'à vendredi. Hein. Okay. Mais eux, dans leur sagesse, ils ont dit que si nous attendons jusqu'à lundi, c'est parce que nous donnons au PDF la possibilité d'aller chercher une preuve. Et cette possibilité de chercher une preuve n'a pas été donnée aux autres. Et comme l'équité est l'âme des partages, ils ont rendu leur décision le vendredi. Donc, il n'y avait pas la preuve que ces gens-là ne sont pas en règle avec le fisc. Donc, ils ont validé ces candidatures-là. C'est aussi simple que ça. Mais si on attendait jusqu'à lundi, évidemment, leur candidature ne serait pas validée parce que tout simplement, ils n'étaient pas en règle avec le fisc. Ça, je peux vous le dire. Pour les autres, je vous demande, je vous en prie, n'y allons pas. Okay. Donc, on a aussi remarqué que dans le documentaire, il y avait aussi la position des rédacteurs de la Constitution qui ont quand même avoué de ne pas être clairs sur ce point. Oui. Aujourd'hui, avec le recul, les gens qui avaient attaqué Maître Wade sur sa candidature ne regrettent pas d'avoir agi ainsi. Bon, pour les rédacteurs, c'est vrai. Eux, ils ont admis que la disposition... En fait, le problème, c'est que la disposition relative au mandat du président Wade n'a pas été sécurisée, bien protégée. Wade a été élu en 2000 pour un mandat de 7 ans. Mais Wade a été élu sous l'emprise de la Constitution de 1963. Quand Wade est arrivé au pouvoir, il a changé la Constitution. Donc il y a eu une nouvelle Constitution, une nouvelle République. On dit la Constitution de 7 janvier 2001. Alors, pour que les candidatures de Wade soient limitées à 2, il fallait dire que simplement, il fallait ajouter dans la disposition relative à son mandat que bien que ce mandat est pris en cours par la Constitution
bien que Ablaye Wade a été élu, le mandat, excusez-moi, bien que ce mandat est pris, bien que Ablaye Wade a été élu sous l'emprise de la Constitution de 1963, nous comptabilisons ce mandat sous la Constitution de 2001. S'il y avait cette précision-là, Ablaye Wade ne pourra pas faire plus de 2 mandats. Il aurait plié bagage sans se présenter en 2012, parce qu'il aurait fait 2 mandats, 2007, 2007 et 2012. Mais c'est cette précision-là qui n'a pas été faite dans la Constitution, qui a laissé maintenant la possibilité à Ablaye Wade de se présenter pour un 3e mandat. Et ça, c'est clair. Et les juristes conscients, ils le savent, ils le retiennent. Mais de notre côté, les rédacteurs de la Constitution te disent que même si nous n'avons pas mis cette disposition-là, cette disposition sécuritaire-là, pour éviter tout amalgame, il est évident qu'ils ne pouvaient pas, parce que l'esprit de la Constitution de 2001, c'était qu'il n'y ait pas des présidences longues. Il fallait éviter les présidences longues. Abdou Diouf, Senghor a fait 20 ans, Abdou Diouf a fait 19 ans. Donc on a dit qu'il faut éviter les présidences longues. Il faut faire 2 mandats. Point barre. Donc Ablaye Wade, il va de soi que même si ce n'est pas écrit, Ablaye Wade ne pouvait faire que 2 mandats. Voilà la position des rédacteurs de la Constitution. Sur ce côté-là aussi, ils ont raison. Parce que l'esprit de la Constitution voulait qu'on ne fasse pas des présidences longues, 2 mandats simplement. Donc Ablaye Wade ne peut pas faire plus de 2 mandats. Donc les professeurs ont raison. Mais le Conseil constitutionnel aussi a raison. Parce que la disposition n'a pas été très bien sécurisée pour empêcher Wade de faire un autre mandat. Eux aussi, ils ont raison. Donc c'est pourquoi les rédacteurs de la Constitution invoquent l'esprit de la Constitution. Or, le Conseil constitutionnel, lui, se base sur la lettre. Bon, il y a aussi un problème qui résulte de la formation des uns et des autres. Pape Dembassi et l'autre professeur, Babacar Gueye, sont des constitutionnalistes. Ils ont fait le droit public. Ils sont agrégés en droit public, en droit constitutionnel. Le professeur Isaac Yacoub est un privatiste. Alors, pour les privatistes, quand vous leur demandez d'interpréter la Constitution, ils s'en limitent à la disposition, à la Constitution, simplement. Ils ne cherchent pas ailleurs. C'est cette règle à interpréter, ils interprètent cette règle. Alors que pour ceux qui sont des spécialistes du droit constitutionnel, vous leur demandez d'interpréter telle disposition, ils interprètent, non seulement ils invoquent le contexte dans lequel cette disposition a été écrite, l'esprit dans lequel ceux qui l'ont écrit, l'esprit dans lequel, la dynamique dans laquelle ils étaient lorsqu'ils rédigeaient cette disposition. Vous voyez, donc c'est un tout. Mais moi, pour vous donner mon avis sur cette question-là, je partage absolument la position du Conseil constitutionnel sur cette affaire. Wade avait droit à un 3e mandat parce que la disposition n'a pas été très bien sécurisée, quoi qu'on puisse dire. Voilà. Votre position, c'est après avoir réalisé ce film que vous avez cette position, ou bien vous avez toujours l'intime conviction que Wade avait droit à un 3e mandat? Moi, je suis un juriste déjà. J'ai fait la faculté de droit. Franchement. Et je pense quand même, quelque part, j'ai un niveau qui me permet de comprendre. J'ai un niveau qui me permet, en droit, un niveau qui me permet de comprendre certaines notions, certains termes. Les meilleurs juristes, ils ont donné une position. Le Conseil constitutionnel a tranché. Moi, ma position, je l'ai eue bien avant que le Conseil constitutionnel rédige, que le Conseil constitutionnel donne son avis. Mais ma position, elle ne vaut rien devant celle des experts que constituent les Pape Dembassi, Babacar Gueye, Isaac Yacoub. C'est des sommités. J'ai une position vague sur cette affaire-là. Mais maintenant, je suis éclairé. Je suis éclairé, je sais, je comprends. Quand je discute avec Pape Dembassi, ce qu'il me dit, je le comprends. Parce que Pape Dembassi, il avait reçu un bon de commande pour faire une constitution. Après, on leur a dit, faites-moi une constitution où il n'y aurait plus de présidence longue. Il faut réduire les mandats. Pape Dembassi a dit, donc,
2 mandats. Il a fait un mandat comme le premier mandat. Il a été élu, on ne peut pas le diminuer. 7 ans, il fait 7 ans. Donc Wade a fait de 2000 à 2007, 7 ans. Un second mandat de 2007 à 2012, ça fait 5 ans, c'est fini. Voilà l'esprit dans lequel était Pape Demba Sy. Et c'est la Wade aussi, il était dans cet esprit en demandant de faire une nouvelle constitution. Oui, il était dans cet esprit. Comme il avait évoqué en disant qu'il a verrouillé lui-même la constitution. Oui, il était dans cet esprit. Alors, donc, en revenant sur cette décision, donc, le fameux Wahwahet. Oui, parce qu'il s'est rendu compte que il y avait une possibilité qui lui offrait. Il y a une troisième possibilité qui s'offrait à lui. Se présenter pour un troisième mandat. Mais Wade n'y croyait pas. Wade n'y croyait pas. Quand il a réalisé qu'il y avait une troisième possibilité qui s'offrait à lui, qui lui permettait de se présenter, mais il a utilisé cette carte. Il a eu gain de cause. Le Conseil constitutionnel a validé sa candidature. Mais il a été battu. Okay. Peut-être une deuxième question, une dernière question, j'allais dire. Cette sortie de Jacques Yankoba Ndiaye, est-ce que ça ne pose pas un problème du droit de réserve en tant que sage? Est-ce qu'il avait été le droit de réserve n'empêchait pas après le truc de revenir sur les secrets de délibération? Oui, vous savez, on dit que quand vous êtes membre du Conseil constitutionnel, vous ne devez même pas faire état. Vous ne devez pas faire cas de vos états d'âme, même après la cessation de vos fonctions. Vous êtes juge du Conseil constitutionnel. 50 ans après, vous ne devez même pas faire cas de vos états d'âme. Je dis vos états d'âme, de vos sentiments, de vos opinions. C'est interdit, ça. Vous ne devez pas le faire, quoi. Quand même, moi j'ai veillé à ce que partout où le professeur Isaac Yankoba Ndiaye a violé le secret des délibérations, je l'ai masqué. Vraiment. Sur cette affaire comment ça s'appelle, de la fiscalité, j'ai masqué ça. Parce que je ne veux pas que le professeur soit vraiment qu'il soit fragilisé par rapport à ça. Chaque fois qu'il y a eu violation du secret des délibérations, nous avons masqué ça, nous avons enlevé ça. Et c'est pourquoi je vous dis qu'il y a tellement beaucoup de choses que je veux réunir en une sorte de pot pourri, quoi, et de l'offrir aux journalistes, quoi. Mais vous leur offrez ça, ils publient ça demain. Ils mettent le feu aux poudres. Et ça aussi, c'est pas bon. Vous voyez. Donc, c'est vrai qu'il est tenu par le droit de réserve. Mais écoutez, il y a 10 ans de ça, vous n'aurez jamais vu un procureur tenir un point de presse. Dans l'affaire Médinatoul Salam, vous avez vu le procureur tenir une conférence de presse. Dans l'affaire Aïda Ndiong, vous avez vu un procureur tenir un point de presse. Hein? Parce que simplement, il y a cette course-là, le droit à l'information vrai, juste. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, l'opinion, ça peut se retourner contre eux. C'est pourquoi, mais pour le professeur Isaac Yankoba Ndiaye, c'est vrai, il avait une obligation de réserve, mais l'obligation de réserve suppose que vous voudrez que vous ne violez pas le secret des délibérations. Or, il n'a pas violé le secret de délibération. Tant que vous ne violez pas le secret des délibérations, c'est bon. Par exemple, vous ne savez pas qui a voté pour, qui a voté contre, qui a voté... Ça, pourtant, ça existe, on l'a dit dans le film, mais ce n'est pas apparu. Oui, sauf que il a dit que il n'était pas venu au point où c'était le président. Oui, mais vous ne savez pas qui a voté pour, combien ont voté pour, combien ont voté non. En tout cas, ce que vous savez, c'est qu'on n'en est pas arrivé à un niveau où le président... Oui. Mais pourtant, il a dit, on a évité ça. Donc, on a voulu être très conforme à la règle, au principe, à la règle de droit, l'obligation de réserve, tout ça, quoi. Mais bon, le président Kennedy, vous connaissez, il a été assassiné le 22 novembre 1962 à Dallas. Il y a eu une commission d'enquête dirigée par le Warren. La commission d'enquête a établi que c'est Lee Harvey Oswald qui a tiré sur le président. Et puis c'est fini. Mais il y a eu un procureur qui a fait des enquêtes, qui a établi
que Lee Harvey Oswald n'était pas le seul tireur et qu'il y avait un complot dans lequel a trempé le vice-président qui a succédé au président Kennedy. Et ces conclusions-là, les gens, ils le savent. Ils ont pris les conclusions sur la mort du président Kennedy. Ils ont dit que ces conclusions-là ne seront publiées qu'en 2028. Qu'en 2028, lorsque tous ceux qui ont participé à ce complot disparaîtront de la surface terrestre. Et ça, c'est une loi qui le dit aux États-Unis. Il dort dans les tiroirs de la CIA et du Pentagone tous ceux qui sont impliqués dans la mort du président Kennedy. Comment ça s'est passé? Mais tout ça, on ne le saura qu'en 2028. Mais pourtant, il y a un procureur qui est allé, qui a sorti la vérité, qui a divulgué la vérité aux gens. Les gens savent qui ont participé au complot contre le président Kennedy. Donc, vous voyez, il ne faut pas toujours que les gens restent enchaînés par les dispositions du droit. Ce n'est pas toujours important, il faut évoluer. Merci, M. Diao. Je rappelle à nos internautes que vous êtes le réalisateur du film documentaire Le Conseil constitutionnel des carnets secrets. C'est moi qui vous remercie.